Salut à tous. Petite annonce, double annonce même, avant de passer à cet épisode de Vue du banc. La première, c'est qu'avec notre partenaire PMU.fr, vous pouvez avoir droit à 2 free bets à l'inscription, en plus de l'offre de bienvenue de free bet de 10€. Pour cela, n'oubliez pas d'inscrire le code VDB au moment de vous inscrire sur PMU.fr et vous serez ainsi crédité de 2 free bets de 10€ en plus de l'offre de bienvenue. Et aussi, évidemment, autre code promotionnel en ce moment qui fonctionne, c'est sur coparena.com, l'application où vous pouvez retrouver les articles de Christophe, Raphaël et moi-même pendant toute la durée de l'Euro. Votre premier mois d'abonnement est offert sur Coparena avec le code COPAVDBEURO, COPAVDBEURO. Analyse des matchs de l'équipe de France et de plein d'autres choses encore, en plus de formats audio exclusifs. Tout ça, c'est sur Coparena, l'application qui vous sert le football en profondeur. Mais tout de suite, c'est Vue du banc. Vue du banc, le podcast pour comprendre le jeu, vous est présenté par PMU.fr. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le 20e épisode de la saison 8 de Vue du banc. Aujourd'hui, on va revenir sur les 2 premiers quarts de finale de cet Euro, la victoire de l'Italie de buts à 1 contre la Belgique et la victoire au tir au but de l'Espagne, des tirs au but assez dramatiques pour les Suisses qui n'ont pas réédité l'exploit du match contre la France. Dans cet objectif, je suis accompagné de 2 tauliers, de véritables tauliers qui sont au rendez-vous. D'abord Christophe Kuchli, salut Christophe. Bonjour mon cher Raphaël. Qui est très concentré, et Florent Antonucci avec une chemise lumineuse, on va l'appeler comme ça, et sa casaque. Ça va Flo ? Ça va, oui Raphaël, salut à tous. Oh, Flo sérieux. Ben, je vais essayer d'être à votre hauteur, parce que vous êtes très très sérieux, et on va commencer par la victoire 2-1 de l'Italie grâce à des buts de Barella et Insigne contre un but de Lukaku. Tous les buts ont été marqués en première période. Les compositions des 2 équipes: du côté belge, Courtois dans les buts, une défense à 3 ou à 5, Vertonghen, Vermeulen, Alderweireld. Les pistons à gauche, Hazard, à droite Meunier, un milieu à 2, Tielemans, Witsel, Kevin De Bruyne et Doku. Derrière, Romelu Lukaku. Du côté italien, Donnarumma dans les buts, une défense à 4, mais qui s'animait différemment avec le ballon, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, avec Spinazzola, Chiellini, Bonucci, Lorenzo, de gauche à droite. Ouais, je sais, je me suis trompé. De droite à gauche au milieu de terrain, Barella, Jorginho, Verratti. Et devant, entrée de Chiesa, qui était titulaire, Immobile. Et Insigne, donc buteur. Je vois que ça a l'air d'en énerver un, qui a fait bouger son micro. Donc on va commencer par toi, Christophe, parce que tu as un regard coupable. Donc je pense que c'est toi. On attendait finalement pas mal de cette rencontre, parce que l'Italie avait montré de très belles choses collectivement depuis le début de l'Euro, et que la Belgique était une des nations importantes depuis 5-6 ans dans le foot. Est-ce que ce deuxième quart de finale a été à la hauteur des attentes qu'on avait placées en lui ? Oui, enfin globalement, c'est-à-dire qu'en fait je ne sais pas quelles étaient les attentes des autres personnes. Moi mes attentes c'était de voir une Italie qui arrive à imposer son style à la Belgique, parce que j'avais pas d'attente particulière concernant cette sélection-là. À partir de moments où j'avais pas été convaincu véritablement une seule fois depuis le début de la compétition. C'est-à-dire que si on rembobine, le premier match face à la Russie n'a pas grand intérêt, passer la demi-heure en gros. La Russie offre des buts un peu sans raison. Le deuxième match, la Belgique prend l'eau de manière plus ou moins forte, c'est-à-dire prend totalement l'eau pendant une demi-heure, ensuite prend encore un peu l'eau pendant un bon quart d'heure, mais commence un petit peu à fermer les digues. Enfin voilà, ça commence à ériger 2-3 barrages. Et petit à petit, la Belgique sort un peu la tête de l'eau, gagne le match pas mal grâce à ses individualités, notamment l'entrée de De Bruyne, mais à aucun moment je l'avais vu dans le contrôle. Donc bon voilà, ça c'était vraiment les 2 matchs importants du premier tour, le troisième était anecdotique. Et sur le 8e de finale, on avait juste vu une équipe qui marque sur son seul tir cadré, qui est relativement performante en bloc bas. Je dis relativement, en fait elle est performante, mais je n'étais pas 100% convaincu par l'animation portugaise, donc je pense que son bloc bas n'avait pas été forcément testé au plus haut niveau. Donc tout ça pour dire qu'à aucun moment je m'attendais à ce que la Belgique mette le pied sur le ballon, déroule des circuits super aboutis. D'ailleurs, de manière générale, j'ai jamais été 100% client de cette Belgique-là. C'est-à-dire qu'on repart de la Coupe du Monde 2018, où face au Japon, ça s'en sort grâce à l'entrée de Fellaini, des longs ballons. Au Brésil, ça met les premiers buts sur une bonne première période, ensuite ça contre, et face à la France, je trouve qu'il y avait quasiment aucune création de décalage ou autre. Ça pour dire que franchement, la Belgique, moi, dans sa construction d'effectifs et de projet de jeu, je voyais rien
qui ait vraiment atteint ce que l'Italie fait depuis le début de la compétition, sans parler des matchs précédents, et de ce qui s'est passé en qualif. Et j'ai vu ce que j'espérais de la part de l'Italie, qui a déroulé son jeu. On pouvait, je pense, en espérer peut-être un petit peu plus de la Belgique, mais on en revient vraiment à ce que j'avais dit, mais ce que sans doute tout le monde avait pensé sur le premier match de la compète des Belges, à savoir que l'entrejeu était assez light, assez léger. À l'époque, c'était Dendoncker, Tielemans. Le Dendoncker n'est plus là, il y avait Witsel. Mais cette faiblesse qui est restée là pour moi sur tout le tournoi était la force italienne. Donc rien que là-dessus, il y avait quand même un différentiel dans la capacité à animer son jeu. Florent, toi qui es quand même le plus italien de nous trois, même si tu pourras développer, mais ton nom te trahit un peu, est-ce que l'Italie est l'équipe la plus régulière de cet Euro, en termes de performance collective ? Jusqu'ici, je saurais même pas te dire oui, parce que il y a quand même d'autres équipes qui ont été régulières à différents niveaux en fait. C'est-à-dire que tu peux considérer que l'Angleterre est régulière depuis le début de l'Euro, non ? Je pose la question. Oui, régulièrement. En montrant chiante, moins de choses. Oui. Ouais, voilà. Non, mais en montrant moins de choses, mais. Alors, ça, j'ajoute convaincant ou séduisant au côté régulier du coup. J'attends de voir ce que va faire le Danemark demain. Oui. Pour savoir, parce que le Danemark pour le coup est régulier, même s'il y a cette deuxième mi-temps contre la Belgique où il perd face aux individualités belges. Mais en fait l'Italie, moi j'ai un problème avec le match de ce soir de l'Italie, c'est que je suis très frustré de les voir créer aussi peu à la fin, alors qu'il y a quand même beaucoup d'espace à attaquer près de la surface. Alors on va largement reparler d'Immobilier, mais moi le côté gauche m'a rendu fou avec l'absence de profondeur. J'ai eu beaucoup de problèmes avec leur prestation. Tu peux développer ce côté gauche parce que c'est le moment, c'est quand même la base de leur animation offensive, c'est ce triangle Verratti, Insigne, Spinazzola, qui a été loué tout le match par des commentateurs. Mais en fait, vas-y, dis-nous ce qui te gêne dans ce triangle. C'est l'absence de profondeur réellement, c'est-à-dire que très souvent t'avais Spinazzola. En plus sur ce côté-là, dans le match. Par rapport à l'organisation belge qui finalement en phase défensive était en 5-2-3. Mais côté droit, on avait Doku qui revenait défendre, qui participait à l'effort défensif. Mais de l'autre côté, Lukaku restait vraiment un cran plus haut. Et je pense que dans le plan de jeu des Belges, l'idée c'était de réussir à récupérer des ballons et de sortir en transition en trouvant Lukaku, parce qu'à partir du moment où Spinazzola est haut, où Verratti travaille aussi assez haut et où Insigne est dans la même zone, qui assure la couverture derrière pour Lukaku, t'avais directement Chiellini en fait. Même s'il y avait Jorginho aussi sur le contre-pressing, mais qui se retrouvait plus dans la zone de De Bruyne. Donc je pense qu'il y avait un plan côté belge de pas faire défendre Lukaku et d'essayer de le lancer dans cette zone-là. Mais en fait, ce qui m'a frustré, c'est que l'Italie, dans cette zone, tu avais Spinazzola qui recevait la balle excentrée, et puis à chaque fois, Insigne ou Verratti demandaient dans les pieds. Donc il y en avait un qui était pris par Tielemans, qui coulissait. Il y en avait un autre qui était pris peut-être par le défenseur belge qui était le plus proche, du coup c'était Alderweireld. Et t'avais Meunier. Et en fait t'avais ce 3 contre 3, mais à aucun moment on a essayé de passer dans le dos et de prendre, ou très peu de fois. Alors qu'à mon sens il y avait beaucoup d'espace à attaquer dans cette zone. Et finalement dans le dernier tiers, l'Italie, mais je chipote parce qu'après on va parler de tout ce qui est bien dans leur match, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de choses. Mais dans le dernier tiers ils m'ont frustré là-dessus parce que finalement... pour arriver près du but adverse, soit fallait trouver Immobilier en appui, et ils ont cherché beaucoup de temps, beaucoup de fois, mais finalement il y avait très peu d'autres situations pour rentrer dans la surface, à part ça, et finalement d'ailleurs les 2 buts marqués, c'est 2 exploits individuels. Oui, mais j'allais dire quand même Christophe que cette redondance un peu côté gauche, elle peut créer un joueur libre à l'opposé, et qu'on a vu quand même certaines séquences où Chiesa partait dans le dos de Torgan Hazard, qui ont amené certaines des créations offensives les plus intéressantes de l'Italie. Il y a un peu ce côté asymétrique d'ailleurs un peu comme le Naples de Sarri, on fait souvent la comparaison entre les deux équipes, mais le Naples de Sarri c'était un peu pareil avec un Insigne qui recevait dans les pieds à gauche et puis qui envoyait au deuxième poteau Cairon. Alors c'est pas exactement les mêmes profils à chaque poste, mais il y a quand même, c'est une autre ressemblance parmi toutes les ressemblances entre le Naples de Sarri et l'Italie de Mancini. Excellente comparaison qui me permet d'aller tout de suite sur ce qui est pour moi le cœur du problème soulevé par Florent, c'est pas tant ce côté gauche, c'est Immobilier. C'est-à-dire que si Immobilier joue comme le meilleur Higuaín de Naples ou joue comme Dries Mertens quand Dries Mertens était en pointe, je pense qu'il n'y a pas forcément de problème parce que tu peux t'en sortir sans forcément de profondeur. Là, le problème, c'est que tu joues en appui
avec un œuf qui est pas du tout un œuf de remise, qui est un œuf de profondeur. On l'a déjà développé dans le dernier épisode parlant de la sélection italienne. Donc c'est vrai que moi, le côté, en gros à gauche ça fixe plus, à droite ça prend plus la profondeur. Alors c'est sûr que dans l'idéal t'as un truc, la symétrie, c'est bien si les deux se complètent. C'est sûr que si tu fais un peu toujours la même chose, ça peut devenir lisible. Si à chaque fois tu vois Chiesa partir en profondeur, du coup tu peux un peu anticiper les courses. Et pareil, on va dire monter sur le porteur de balle côté Insigne, même si au final t'es sans doute pas monté assez sur Insigne puisqu'il te marque un but. Mais j'avoue que moi ça m'a pas tant gêné. Le problème c'est que ça t'obligeait à passer par un Immobilier qui doit être ce joueur de profondeur et qui là ne l'était pas. Donc parce que tu peux faire dire à Immobilier de toujours faire cet appel dans le couloir gauche et que Insigne se ressente. Enfin voilà, est-ce que tu peux trouver des animations bas? Je trouve quand même que l'Italie a suffisamment créé pour que ce soit pas un problème immense. Première chose, même si effectivement là-dessus il y a une marge de progression. Et secondo, je trouve quand même que l'ami Immobilier a quand même fait un mauvais match par rapport à ses standards. C'est-à-dire que j'entends qu'il soit pas dans son registre, je suis le premier à le dire, que c'est pas forcément là-dessus qui sera le meilleur. Je pense que tu dois pouvoir trouver dans l'effectif des joueurs un petit peu plus adaptés à tout ça. Même pourquoi pas foutre un Berardi en faux numéro 9, tu peux imaginer différentes configurations. Bellotti, plus pour moi un joueur de remise. Maintenant, je pense que tu refais le même match plusieurs fois, Ciro Immobile sera quand même pas aussi maladroit et toujours avec des œillères à faire les mauvais choix. Donc je pense que rien que là-dessus, tu as une marge de progression si lui, au lieu d'être à 2 sur 10, passe à 4, ce qui est pour moi, même dans cette configuration-là, quelque chose qu'il peut atteindre assez facilement. Oui, la pire séquence d'Immobilier, pour moi, c'est pas forcément des erreurs techniques, mais c'est le choix qu'il fait une minute avant le but d'Insigne. Oui, il a un premier choix, c'est de remettre pour un joueur face au jeu. Un deuxième choix, c'est de décaler. Je sais plus qui est l'appel. Je sais pas si c'est Chiesa. Je pense que c'est Chiesa. Qui en gros dédouble à l'intérieur. Et s'il fait une petite talonnade où il lui glisse le ballon, il est face au gardien, il peut finir. Et non, il préfère continuer, se retourner, puis il frappe sur un des 3 défenseurs qu'il a suivi. Et à ce moment-là, tu dis, oh là là, si derrière tu mets pas le deuxième, parce que t'es vraiment à une minute près de prendre le but de Lukaku, donc est-ce que tu prends le but de Lukaku si tu mets pas ton deuxième but à toi? Enfin bref, mais c'était vraiment un choix catastrophique et tu sens le mec qui veut faire la diff parce qu'il sent qu'il est pas bon et qui en fait en voulant faire ça, il a fait encore moins. Donc il y avait des buts qui avaient été un peu cache-misère sur sa phase de poule, mais c'est vrai qu'on avait déjà évoqué, Christophe, tu le disais, les problèmes immobiliers, les possibilités qui existaient, genre un peu que j'avais proposé Insigne en faux neuf, Flo t'avait proposé, je crois, autre chose, mais un peu plus ce que t'avais proposé, mais t'avais Pessina en losange avec Chiesa et Berardi ou un deuxième attaquant de sachant profondeur. qu'il y a Raspadori qui peut sortir du banc aussi, dans un tout autre profil, mais c'est vrai que c'était un des problèmes. Par contre, quand Christophe parlait de refaire le match, tu peux refaire le match 10 fois et te dire que 8 ou 9 fois encore, Flo, l'Italie va embêter la Belgique très haut, va les empêcher de ressortir. Et ça, c'est vraiment une force de cette Italie, quel que soit le système des équipes qui jouent en face, alors qu'il y en a certaines qui ont beaucoup de mal à gérer les défenses à 3, les défenses à 4 et inversement. L'Italie, elle sait presser n'importe quelle défense, n'importe quelle organisation. Et il y a un moment en deuxième période où la Belgique n'arrive plus du tout à ressortir. Et au-delà du score et du résultat, c'est ce qui est fort, je trouve, c'est cette équipe d'Italie, c'est que dans un Euro où il y a peu d'équipes qui arrivent à presser haut, finalement, elle l'a fait, quelle que soit l'adversité et le système en face. Ouais, ils ont vraiment verrouillé le cœur du jeu, notamment avec Barella et Verratti qui n'hésitaient pas à sortir très haut, au-delà des séquences à la perte de balle, mais qui amènent notamment le premier but. Mais au-delà des séquences à la perte de balle, ils arrivaient à sortir très haut pour bloquer Witsel et Tielemans, qui n'étaient pas non plus, enfin qui sont pas non plus les joueurs les plus à l'aise pour exister dans ce genre de contexte. Et derrière, il y a quand même eu un très gros travail commun des 3 joueurs parce que j'ajoute Jorginho évidemment, pour suivre De Bruyne et limiter les séquences où on le voyait sur attaque placée en fait. De Bruyne sur attaque placée quand la Belgique construit, on l'a très peu vu, on l'a vu sur les transitions. En début de match notamment. Il était dangereux aussi, quand il arrivait à éliminer le pressing à la perte, il était... Voilà, c'est quand il lance, c'est vers la 22e minute, je crois que je l'ai noté quelque part. 22e et 26e, il y a 2 transitions qui amènent aux occasions. La première, c'est Donnarumma qui fait l'arrêt face à lui. Et la deuxième, avec un arrêt d'ailleurs assez monstrueux, à mon sens. Et la deuxième, c'est Donnarumma face à Lukaku,
qui la sort à ras de terre là quand il veut lui mettre dans le petit filet. Donc oui non, une excellente Italie pour verrouiller le cœur du jeu et vraiment contrôler l'axe. Et maintenant c'est là qu'on fait peut-être la transition vers le seul élément finalement qu'ils n'ont pas réussi à contrôler. C'est Jérémy Doku, parce que là par contre c'était un problème, je pense, insoluble pour eux, parce qu'ils avaient personne capable de réagir et de rivaliser en vivacité, en explosivité. En même temps, il y a pas grand monde qui peut, je pense. Oui. Bah, c'est vrai qu'à l'intérieur du jeu, Christophe, il y avait ce De Bruyne qui, quand il éliminait le pressing à la perte de Jorginho Verratti, en gros, derrière, pouvait courir sur 40-50 mètres, parce que c'est pas Bonucci et Chiellini qui allaient stopper un De Bruyne lancé, ils préféraient défendre en reculant, et à raison contre un tel joueur. Et puis, sur les côtés, et au fil du match, ça a été de plus en plus le cas, il y a eu un Jérémy Doku qui, en tout cas sur le côté gauche, a été très impressionnant, qui a réussi à repiquer. Et c'est vrai que Flo parlait de différence de vivacité, d'explosivité. T'as l'impression que la fatigue et le temps qui passe n'a aucune influence sur son énergie et sur sa capacité à démarrer, enfin à passer de 0 à 100 en une seconde. Il y a très peu de joueurs qui ont cette capacité-là. Ça me rappelle un peu Sterling, mais la version début de carrière de Raheem Sterling. Et là, il signe un match... c'est pas le match où il se révèle à l'Europe, parce que toute l'Europe le suit en fait depuis 5 ans, et même Liverpool a essayé de le convaincre de venir au club à 15 ans. Mais où par contre il confirme que dans des matchs costauds comme ça, même dans une équipe qui fonctionne pas vraiment, il peut être en gros ton joueur de différence principal, quoi. Ton premier créateur de décalage. Bah déjà ça confirme que c'est difficile de justifier pour moi l'utilisation qui a été faite du couloir, de le mettre en bon pied. Ça, c'est quand même un truc qui a duré très longtemps, où c'est même pas à réécrire l'histoire. Hein. Je pense que toi, t'as été le premier au bout de 2 semaines à le voir, à te dire mais pourquoi est-ce qu'il est de ce côté-là, pas en faux pied, ce qui en plus est un truc finalement assez naturel. Hein, surtout que c'est là-bas, en Belgique, qui avait fait des stats. C'était à gauche. Bah oui. Donc, après, il y avait la concurrence de Martin Terrier aussi. C'est vrai. Martin Terrier qui finalement finit bien la saison en étant dans l'axe. Mais blague à part, c'est vrai que Doku, quand tu vois ça, tu te dis ok, je peux comprendre... l'échange Rafinha, alors même si c'est indirect, hein, mais en gros vendre Rafinha pour prendre Doku au même prix, c'est Rafinha, un joueur que j'adore, hein, mais il y a sans doute un potentiel d'élimination, des trucs, on va dire sur l'explosivité, première touche, dribble, une fois qu'il est face aux défenseurs, face au jeu, qui sont quand même sur le très très haut du panier, et même au niveau du dernier geste, tout ça, hein, c'est pas scandaleux, c'est-à-dire que je pense si tu le mets dans des situations où vraiment, genre, il dribble, il a un quart de seconde pour faire le bon choix, pour centrer, c'est peut-être difficile, sauf que là, des configurations de match pareilles, finalement, une fois qu'il est éliminé, il a encore le temps pour faire le choix. Il y a sa frappe là qui est juste au-dessus, où en fait, à chaque fois, il élimine. Le temps que ça arrive, tu vois qu'il a l'occasion de prendre l'information. Ah, il y a quelqu'un d'autre qui arrive, bon, je peux encore éliminer, donc il élimine, je pense qu'il élimine un 3e défenseur. Finalement, il frappe, mais concrètement, oui, c'est lui le joueur déséquilibrant là-dessus, où tu peux imaginer... Alors, tu peux imaginer, c'est-à-dire que vu les joueurs que tu as, ça me paraît compliqué. Maintenant, tu dis, il existe un monde où finalement tu peux construire une équipe comme tu as fait l'équipe de France en 2018, et l'avoir lui dans le rôle de Mbappé, qui joue, peut-être pas jouer la carotte, hein, mais en tout cas tu peux, mais c'est, comment dire, c'est moins un joueur de profondeur, quoi. C'est plus un joueur qui va recevoir dans les pieds. Oui, non, bien sûr, mais je veux dire, sur le côté, tu le fais moins défendre que de l'autre côté, mais je dis, ça peut exister, mais là, Doku arrive pas en début de compétition dans la peau d'un titulaire. T'as De Bruyne, t'as potentiellement Hazard qui peut jouer dans cette zone-là, enfin voilà. Mais j'ai envie de dire que peut-être que justement, si t'as moins de partenaires de qualité, tu peux imaginer cette équipe qui reste dans un bloc plutôt bas, parce que finalement tu l'auras pas vu beaucoup s'exposer, cette sélection belge, mais avec un Doku qui fait beaucoup de différence sur le plan individuel, sur son côté, avec un truc qui pencherait nettement sur lui. Après, c'est totalement de la réécriture, hein, parce que tu me demandes ça avant la compétition, jamais je te dis que ça doit être une solution, mais quand tu vois la façon dont cette équipe-là joue, je me dis que finalement l'amour qu'elle peut avoir de son système, et de choses qui sont mises en place depuis très longtemps par Martinez, je les vois pas. Je vois pas finalement la construction de mois en mois, d'année en année, d'une Belgique qui tendrait vers une forme d'excellence et de maîtrise absolue de ce qu'elle veut faire, alors que l'Italie, qui a peut-être plus de profil pour, je sais pas, mais en 2 ans, 3 ans, t'as tout de suite vu ce que voulait faire Mancini, et ça atteint un niveau de maîtrise qui dépend pour moi beaucoup moins des individualités que ce que fait la Belgique. Les individualités italiennes, tiens, Flo, on va en parler. Alors évidemment, on va devoir parler de la blessure de Spinazzola,
qui était quand même un espèce de noyau créatif à gauche dans ce triangle-là. Peut-être que ça va corriger un petit peu ce que tu n'aimais pas, si c'est remplacé par un gaucher, par Emerson, qui peut-être occupera un peu plus la largeur et pourra partir dans le dos. C'est quand même une grosse perte pour l'Italie. Il a été très bon défensivement aussi. Il fait un énorme retour sur décisif, le Lukaku en deuxième période. C'est ça. À l'heure de jeu. Perte aussi. Mais quitte à marquer individuellement dans cette équipe d'Italie, alors on rappelle que les buts sont d'Insigne et de Barella et que les passes sont de Verratti et de Barella aussi. Même si la passe de Barella pour Insigne ne fait pas une énorme différence. Ouais, c'est sûr. Non, moi j'ai envie de parler des quelques séquences où la Belgique a essayé d'aller presser l'Italie et où ce pressing était pété par du jeu long, soit de Bonucci, soit de Jorginho, mais particulièrement Bonucci, que j'ai trouvé excellent à ce niveau-là, dans le sens où il savait parfaitement, mais ça permet aussi d'évoquer les positions respectées côté italien, c'est-à-dire qu'il n'avait pas à regarder, pas à prendre l'info, il savait que dans cette situation-là, le joueur X ou le joueur Y serait en position libre. Et c'était soit pour trouver Barella, par exemple, il y a une séquence vers l'heure de jeu où la Belgique va les chercher assez haut. Witsel et Tielemans sont assez hauts pour aller sur, je crois, du coup, sur Verratti et Jorginho. Je crois que Verratti est encore là. Et en fait, Bonucci est pas loin de sa surface, excentré côté droit, et il va trouver une passe qui va casser les premières lignes belges pour trouver Barella dans l'interligne, Barella qui se retourne et qui ensuite va porter la balle dans les 30 derniers mètres. Et c'est ce genre de passe là qui réussit à claquer, ou bien de l'autre côté des passes où il renverse côté opposé vers j'imagine Spinazzola du coup, lorsque la Belgique tentait de presser. Et il a été, je pense, assez important dans justement le fait de décourager les Belges à sortir, parce que finalement la Belgique, un petit peu comme la France, c'est une équipe qui sur tout l'Euro n'a pas vraiment pressé, n'a pas eu besoin de presser, n'a pas forcément cherché à presser, et qui finalement sur le match où elle en a besoin a du mal à le mettre en route. Il y a une séquence aussi assez marquante en première mi-temps, je crois que c'est juste avant le but d'Insigne d'ailleurs, où tu vois Kevin De Bruyne qui sort très très haut, qui embarque un petit peu les attaquants, les milieux, mais la ligne défensive elle reste assez bas, elle ne suit pas, et du coup t'as des lignes distendues et un Insigne qui est servi et qui peut ensuite accélérer et aller gagner son duel avec Tielemans avant de finir. C'était du Bonucci époque Conte du coup, quand c'était un peu le deuxième relanceur si Pirlo était pas dispo et que c'est lui qui allait casser par la passe. C'est ça, tu pouvais en effet faire ce rapport-là avec le Bonucci, Jorginho, même si l'organisation n'est pas la même, et Bonucci, Pirlo, ouais. Parce que c'était surtout alors, il était pas mauvais défensivement à sa meilleure époque, Bonucci, mais c'était quand même ça, la qualité qui la rendait différent des autres défenseurs de la Juve, de Barzagli ou Chiellini, c'était justement cette capacité à être une espèce de libéraux relanceur qui pouvait trouver des passes claquées de 40 mètres entre les lignes pour Pogba, pour même des Vucinic à l'époque. Vucinic, la légende. Tu vois là, je suis juste rapidement sur WhoScored. Alors j'espère que je me trompe pas en faisant le décompte. Mais Bonucci fait 62 passes au total. Il y en a 21 qui sont caractérisées comme du jeu long, comme étant du jeu long. Ah ouais, et ouais, ça fait beaucoup en effet, je trouve. Et en plus du jeu long, soit au niveau du rang central, mais comme je le disais, soit excentré dans sa surface quand ça prenait la pression. Ouais. Et 21 passes longues, 15 réussies, Flo. Donc en effet, c'est assez énorme. Et par exemple, Chiellini est à 2 sur 3. C'est donc, ça. Peut-être qu'à un moment, la Belgique aurait dû trapper Bonucci et laisser Chiellini se débrouiller. Tu vois, c'est ça. Tu vois, il a plus joué long que Donnarumma, par exemple. Oui, ou que Courtois ou que Meunier, qui sont du côté belge, les mecs qui ont plus joué long, parfois sous la pression italienne. Donc c'est marrant. Là, il en fait 21 et je crois que pour boucler là-dessus, si tu prends tous les autres joueurs italiens, je pense qu'il n'y en a pas un qui dépasse les 10. Non, il y a Insigne qui est à 9. Pareil. Ouais, c'est ça. Petite relance là-dessus. Je me pose une question. J'ai pas l'impression, mais c'est lié à la fois à la manière dont la Belgique pressait, qui était un petit peu, qualifier ça d'imparfaite, des choses qu'on voit pas forcément en club, où soit ça presse pas, mais quand ça presse, je trouve que c'est beaucoup plus compact. Mais j'ai pas souvenir, corrigez-moi si je me trompe, d'avoir beaucoup comme ça, de façon de casser le pressing, mais indirectement. C'est-à-dire que tu vois souvent,
on absorbe la pression. Soit directement, tu vas trouver une passe verticale, tu casses la ligne, tu trouves un milieu, voilà. Soit tu vas combiner, et c'est le fait de redoubler les passes qui vont te permettre d'éliminer le pressing. Là, j'avais l'impression vraiment que genre le pressing allait vers lui et qu'en gros, il anticipait que ça aille vers lui pour renverser genre sur le latéral libre à l'opposé. Mais ça casse pas totalement la ligne, c'est-à-dire que tu mets ça à un partenaire qui lui va pouvoir attaquer l'espace. Mais en fait, voilà des renversements qui sont à la fois faciles à faire pour un Bonucci, mais que tous les défenseurs ne peuvent pas forcément faire, et qui te permettaient ensuite de créer un espace, mais limite avant même que le pressing arrive. Alors si le pressing arrive plus tôt, je pense qu'il peut pas les faire, mais j'ai trouvé ça assez intéressant comme renversement, c'est-à-dire c'est décisif, mais sans forcément prendre un véritable risque en fait. Ouais, c'est ça. Non, mais oui, t'as bien résumé le truc, ouais. C'est notamment ces passes de la droite vers la gauche, où il trouvait Spina, où il trouvait un joueur de l'autre côté qui ensuite, lui, pouvait porter le ballon, en effet, derrière. Qu'est-ce que la Belgique, Flo, aurait pu mieux faire, ou qu'est-ce qu'elle a mieux fait en deuxième, parce qu'en deuxième, elle a quand même pris un petit peu le dessus, mais avec le score effect, les conséquences du score, qui font que les équipes, même quand elles dominent, quand elles mènent que d'un but en fin de match, ont toujours tendance à reculer, à laisser le ballon à l'adversaire. C'est ce qu'a fait l'Italie. Voilà, mais quels ont été où seront les regrets belges, en fait? C'est ça la question que j'ai envie de te poser. Bah, les regrets belges, au-delà de ce qu'ils auraient pu mieux faire, mais est-ce qu'ils auraient pu mieux faire sur ce match-là par rapport à ce qu'ils ont montré depuis le début de l'Euro? Est-ce que depuis le début de l'Euro, ils ont fait un meilleur match où tu te dis, s'ils avaient joué comme ça ce jour-là, enfin, s'ils avaient joué comme ça face à l'Italie, ça serait passé. Ils sont quand même dans la continuité de leur perf. Enfin, j'ai trouvé, quoi. Mais après, ils auront des regrets, forcément. Enfin, tu prends les deux actions développées côté gauche et qui finissent par des centres au deuxième poteau avec le sauvetage de Spinazzola. Et la suivante, je crois que c'est Hazard qui arrive en retard ou trop tôt, ou je sais plus trop. Là. Il arrive trop tôt. Sur la deuxième. Parce que, ouais, c'est ça. Lukaku arrive dans le bon timing, mais elle est déviée. Et en fait, Hazard est déjà au poteau, en train de limite de se prendre la tête dans le poteau quand le ballon arrive au deuxième. Mais voilà, après, c'est difficile par rapport à ce qu'ils ont fait avant, et Christophe l'a bien énuméré tout à l'heure, de se dire ils sont passés à côté sur ce match. Tu vois ce que je veux dire? Ils étaient juste moins forts. Bah, je pense, ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression quand même qu'il y avait un truc à faire sur les transitions, par exemple, tu vois, qu'il y avait un truc qui a marché en début de match, où c'était quand tu sentais que l'Italie dominait, mais que par contre quand ils perdaient le ballon, c'était 3 contre 3 limite, et j'ai l'impression que ça a disparu au fil du match. Alors peut-être que l'Italie s'est mieux protégée, s'est moins exposée dans certaines zones et a limité des pertes de balles, mais tu vois, la zone De Bruyne Jorginho, j'ai l'impression qu'elle aurait pu être mieux exploitée, quitte à mettre Doku encore plus à l'intérieur, tu vois, je sais pas, mais parce qu'ils explosaient à chaque fois que De Bruyne arrivait à se retourner. Je pense que l'Italie a mieux géré ça après les deux alertes à la demi-heure. Et après, il y a aussi peut-être un truc très simple, c'est que tu vois, je disais tout à l'heure que les deux alertes que tu évoquais là sur les transitions, c'est 22e, 26e. Le but italien, le premier est à la 31e. Ouais. Peut-être que tu sors, ben voilà, t'as ces 5 minutes-là, mais derrière l'Italie, à partir du moment où elle mène au score, elle va moins prendre de risques, elle va moins sortir peut-être à la perte déjà, et surtout moins s'exposer avec la balle. Et du coup, ces opportunités en transition que tu as eues, que tu n'as pas converties, eh ben, tu les as plus derrière. Et c'est vrai que derrière, en transition, j'ai pas souvenir d'une transition belge où tu te dis, oula, ça va faire mal. C'était plus des constructions avec notamment, on en a parlé tout à l'heure, les accélérations de Doku pour faire des différences et créer des décalages. Moi, ce qui m'embête le plus sur les regrets, enfin ça m'embête pas, mais si je dois voir un scénario où la Belgique contrôle vraiment son destin, c'est plus, je pense qu'il n'y en a qu'une en tout début de match, je sais pas, vers la 5e minute, un moment où ça te réussit à porter la balle jusqu'à 30 mètres du but adverse et à toucher Lukaku qui en appuie à l'entrée de la surface. En gros, si tu arrives assez régulièrement dans cette zone-là et que tu peux servir Lukaku qui prend appui et qui peut jouer des 1 contre 1, là pour moi c'est une situation qui peut être intéressante. Le problème c'est d'arriver jusqu'à cette situation-là et je pense que le milieu belge n'était pas forcément équipé pour, t'avais pas forcément les sorties de balles pour, tes pistons sont pas non plus d'un niveau exceptionnel. C'est d'ailleurs, il y en a un qui n'était pas titulaire en club et l'autre dont c'est pas le poste. Maintenant, moi j'ai du mal à me dire, tu peux te le dire évidemment, surtout si t'es belge, on aurait pu mieux jouer nos transitions, on aurait pu en avoir plus. Maintenant, à partir du moment où t'es autant coupé en deux,
Pour moi, tes transitions, elles dépendent juste un peu du hasard, en fait. Il y a une balle que tu vas réussir, pas Torgan, le hasard avec un S. J'allais la faire. Je t'ai vu arriver avec ta tête de clown, mais en fait, il faudrait que je revoie les actions et me dire, ah tiens, c'est à peu près la même construction. Mais moi, ça me donnait, en caricaturant à peine, l'impression de jouer la carotte, mais que si l'adversaire égare pas certains ballons, au final, t'as pas l'opportunité de jouer ça, en fait. C'est-à-dire, si l'Italie ne fait, entre guillemets, pas de bêtises, tu vas laisser tes 3 mecs un peu dans le camp adverse et ils seront jamais servis parce que tu les auras coupés des partenaires, quoi. Moi, je pense pas que ce soit un plan de jeu viable à partir du moment où t'as pas des mecs qui sont ultra forts pour relancer sous pression. Mais il y a certains moments du match qui m'ont fait penser à celui contre le Brésil, Christophe, dans cette idée-là, du truc de la carotte, parce que c'était un peu ce qu'ils avaient fait contre le Brésil avec Hazard et De Bruyne, Lukaku, et en gros, quand on récupère, les 3 sont lancés. Florent l'a revu il y a 2 mois ce match, donc il pourra te dire comment est-ce que il fait des différences entre les deux, sachant que jouer la carotte quand tu mènes au score, c'est un petit peu différent de quand t'es à égalité, et que je pense que le Brésil était peut-être un petit peu moins sûr de ses forces dans l'entrejeu. Oui, c'est ça. Alors, je t'avoue, j'ai plus non plus énormément de souvenirs de ce match, mais face au Brésil, la Belgique fait une excellente première mi-temps. Marque très vite sur un coup de pied arrêté, dans mon souvenir, je crois. Je crois que c'est un CSC même de Fernandinho, il me semble, qui est pas verni dans le monde du football en Coupe du Monde, après avoir fait le 7-1. Mais oui, t'as une Belgique qui est très bonne en transition, mais là, comme le disait Christophe, sur ce match contre l'Italie, et je vais revenir par exemple à ce côté gauche, à un moment donné, pour jouer les transitions, il faut déjà récupérer des ballons. Et pour pouvoir récupérer des ballons, non pas dans l'urgence en faisant un dégagement dans la surface de réparation, mais récupérer des ballons et avoir le contrôle du ballon. Et sur le côté gauche de l'Italie, comment tu voulais récupérer la balle à partir du moment où c'est un 3 contre 3 quasiment qui se joue avec Meunier, Alderweireld et Tielemans face à Insigne, Spinazzola et Verratti. Si les 3 Italiens font pas d'erreur, sachant que Meunier sortait vraiment très bas, quoi. Il sortait pas avant que le ballon arrive dans les 30-35 mètres. Donc c'est ça aussi. Tu laissais l'Italie avancer, donc forcément tu partais de bas déjà. Et du coup, ça, enfin, déjà, ça compliquait pas mal les choses. Et c'est vrai que cette défense quasiment à 7, avec Witsel et Tielemans devant la ligne de 5, et des attaquants qui participaient très peu. Lukaku restait très haut, comme je le disais. Et Doku revenait un peu défendre et pincer, tu vois, quand ça a essayé de construire à côté droit. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, l'Italie est assez peu passée par ce côté-là pour construire et remonter le terrain. Et De Bruyne revenait parfois, mais oui, comme vous le disiez, il était vraiment là plus pour être à l'élément à toucher à la sortie au moment où les ballons sont récupérés. Le problème, c'est que ces 7 joueurs-là, quand t'as 7 joueurs très agressifs, très bons dans le duel, qui sont capables de défendre dans leurs 30 mètres tout seuls, bah très bien, tu peux jouer la carotte en effet. Et c'est là que si on remonte en arrière, ce qu'avait fait Luis Enrique avec le Barça, avec un 4+3 qui finalement était très solide et concédait très peu, alors qu'ils étaient quand même que 7 à défendre, mais il y avait très peu d'espace entre les 2 lignes et ils géraient très bien la surface. Bah là, ouais, les 3 de devant, tu peux les laisser en menace offensive. Là, avec ces 7 là, ça me paraît plus difficile quand même et un peu plus osé. Et puis tu touchais Iniesta, notamment quand tu dégageais le ballon, quand tu faisais ta première interception. C'est-à-dire que le mec prend la pression, il en sort, il se met face au jeu, et ensuite tu as un 3 contre 3 à jouer avec Suarez, Neymar, Messi. Là, Tielemans, il va pas se sortir de cette pression-là en un dribble. J'allais dire, mais c'est un peu une marotte vue du banc qui manquait à cette équipe de Belgique, un Moussa Dembélé, le milieu de terrain, qui aurait pu résister à cette pression, quelle que soit la situation, et en fait tenir le rôle que De Bruyne avait plus bas, et puis laisser De Bruyne jouer plus haut, et comme ça il n'y aurait pas eu besoin qu'il soit dans cette zone-là. Dembélé qui dans mon souvenir aussi, au-delà des dribbles, avait des stats assez folles en termes de tacle justement et de... Ah oui, c'était je crois qu'il avait un volume de jeu de fou. Hein. Quand il était à son pic, c'était pas qu'un dribbleur, c'était aussi un mec qui récupérait beaucoup de balles. Ce qui est drôle, c'est que pour la Belgique, l'Autriche a vraiment montré ce qui est pour moi la voie à suivre, mais que tu le sais depuis le début en fait. Hein. C'est-à-dire que cette équipe construit tout par le milieu. Si tu arrives à vraiment déglinguer ces milieux-là en leur mettant, façon de parler, hein, mais en leur mettant beaucoup d'impact physique, beaucoup de pression avec Leimer qui écrase toutes les statistiques de pression sur 7 euros,
tu peux les empêcher de construire, tu peux forcer cette équipe à vivre sans la balle et voir un petit peu ce qu'elle vaut sans la balle. Si t'arrives, parce que en gros, si tu récupères les ballons trop bas, elle va te contre-presser. Donc il faut bloquer l'Italie autour du rond central, quoi, entre ces 40 mètres et tes 40 mètres là. Sauf que y a pas de, alors c'est pas forcément les meilleurs joueurs du monde, hein, loin de là. Mais dans ce style-là, t'as pas de Schlager, t'as pas de Leimer, et c'est la Belgique avait sans doute, je pense, très bien observé ce match, mais pouvait rien en tirer, parce que même sur le banc, Denis Pratt peut jouer dans l'entrejeu. Denis Pratt va pas aller te mettre des tampons sur Jorginho non plus. Witsel, c'est un peu léger. Enfin, c'est un peu léger. Ça peut être son truc, mais... il revient d'une des 2 pires blessures dans le football. Voilà, c'est ça. Et Tielemans, pour moi, c'est léger pour faire ça. Donc, c'est-à-dire que fallait aller différemment de ce qu'a fait l'Autriche. Leur approche en était une, c'est-à-dire laisser venir et contrer. Tu pouvais sinon essayer d'aller chercher, sauf que le pressing n'était pas du tout coordonné. Florent l'a dit, mais la séquence avec De Bruyne, alors c'est pas la même ligne qui suit pas, mais ça rappelle un peu Thomas Müller qui va presser tout seul avec l'Allemagne. Ouais. Et ça, par contre, ça rappelle aussi certaines séquences de pressing de l'équipe de France où où il y avait 30 mètres entre les lignes et tu dis mais en fait la ligne elle se casse mais juste en faisant des passes ou en courant tout droit, enfin sans avoir besoin de prendre de risques. Et ça c'est embêtant parce que mettre en place un pressing ça se fait a priori indépendamment des qualités individuelles des joueurs, c'est juste une question de cohésion, de distance de ligne et de capacité à sprinter, mais à ce niveau là ils ont pas de joueurs qui soient totalement incapables de courir. Christophe, un dernier mot sur l'Italie, et c'est une question que je vais te poser, ou plutôt une crainte que je vais te confier. J'ai peur que l'Italie ne gagne pas l'Euro à cause de ses numéros 9. Parce que quand c'est pas Immobile qui est sur le terrain, c'est Belotti, et je suis pas sûr d'en préférer un à l'autre. Florent, vas-y, t'avais quelque chose à dire? Oui, juste ajouter que en même temps, elle va rencontrer en demi-finale une équipe qui n'a pas de numéro 9 non plus, qui a de gros soucis avec ses numéros 9. Ouais. Et si le Danemark va en demi-finale, il n'y a pas non plus de gros numéro 9. Donc c'est vrai, on va attendre de voir le dernier carré, mais tu peux quand même avoir un dernier carré avec des numéros 9 finalement pas forcément, soit dans une passe assez moyenne, pour le plus talentueux d'entre eux, c'est Harry Kane sans doute. Soit pas bon de base, quoi. C'est pas faux. J'ai l'impression que, alors c'est pas du tout le meilleur intrinsèquement, hein, mais que limite, je pense pas qu'il continue l'aventure, hein, mais tu pourrais avoir Yaremchuk et Schick qui soient peut-être les 2 meilleurs numéro 9 encore en lice en demi-finale potentiellement. Alors que bon, Gérard Moreno par exemple fait une saison incroyable, hein, mais il est pas bon sur les plus performants sur cet Euro, tu veux dire, voilà, les plus performants, forcément les meilleurs dans l'absolu. Oui, non, c'est ça. Parce que évidemment, tu vas pas dire que Harry Kane, meilleur buteur, meilleur passeur du championnat anglais, est pas bon. Mais là, tu le vois surtout sans ballon. Mais oui, c'est-à-dire que peut y avoir un problème de numéro 9. Mais là, ça se joue. Alors, au-delà du style, je reviens pas, ça se joue beaucoup sur la forme, parce que Immobile est sous-leader européen la saison dernière, où il y a 2 saisons, la saison dernière je crois, il me semble qu'il en met 36. En fait, c'était une question de style de jeu aussi pour lui, parce que là Moreno en met, je sais pas, 27 cette saison. Enfin tu vois, on est sur Morata, pas un buteur incroyable, mais il met quand même sa dizaine de buts. Tu vois, intrinsèquement, ça peut monter beaucoup plus haut qu'un Poulsen par exemple. Mais c'est sûr que c'est difficile d'appréhender le rapport entre niveau réel et dynamique. À partir du moment où tu es sur une compétition, par exemple Milan Barros en 2004, tu avais l'impression que c'était le meilleur numéro 9 du monde. Donc c'est vrai que ça peut être embêtant, mais encore une fois, c'est pas un problème de nullité, c'est juste le mec est pas ultra en confiance au-delà du style. Ouais, là, Immobile est vraiment pas bon quand même. Oui, non, mais ça... Il y a un scénario où c'est lui qui, en fait, techniquement, t'empêche d'avoir plus d'occasions et de valider ton match, tu vois. Et la Belgique revient à 2-2 et t'es très mal. Parce que il est impliqué dans la plupart des mauvaises séquences. Enfin, des séquences qui marchent pas du côté italien, tu vois. C'est très rare qu'il intervienne dans une séquence et que le truc continue derrière. Il y avait un petit... J'ai pas les cartes de passe et tout ça, mais il y avait un petit côté trou noir quand même. Dès que le ballon il perd 9 ballons tout seul, entre guillemets, ou au duel. Et je suis en train de chercher la stat pour le nombre de ballons perdus total, donc je te laisse parler, Christophe. Non, je préfère dans l'absolu, et pour l'instant, les résultats de 7 euros donnent, entre guillemets, raison à ma vision. Je préfère une équipe qui est vraiment très forte au milieu, avec des performances qui sont plus facilement reproductibles. Hein. Jorginho, Verratti, ils font toujours... Barella, ils font globalement toujours le même match, même à 90%. C'est toujours très haut. Je préfère une
un style de jeu qui t'amènera dans tous les cas 15 occasions, plutôt qu'un style de jeu où un coup ça sera 10, un coup ce sera 5, un coup ce sera 20, mais où tu auras un attaquant comme Lukaku assez fiable. À partir du moment où l'Italie est, entre guillemets, certaine, avec son style de jeu, de se créer des occasions, c'est déjà une première victoire. Après, il y aura des jours avec, des jours sans, il y aura sans doute plus de jours sans que de jours avec côté Immobilier, mais au moins ça te fait une base sur laquelle s'appuyer qui me semble beaucoup plus intéressante que si t'es... pas la Grèce 2004, hein, mais si tu te bases beaucoup sur ton 9, mais que si ça se trouve, il sera coupé du reste et qu'il pourra pas jouer tout le match, quoi. De toute façon, ils ont pas le choix. Hein. Et puis tu vas pas jouer comme la Lazio avec Verratti, Jorginho et Barella au milieu de terrain. Donc c'est plutôt c'est le moindre mal, mais bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas un, tu vois, c'est dommage qu'il y ait pas un 9 italien plus complet parce qu'il s'éclaterait dans cette équipe. Donc, tu mets un mec pas n'importe quel 9 italien des années 2000 et il s'éclate beaucoup. Tu sais que je préférerais Caputo dans cette configuration là. Si tu en plus tu vas full Sassuolo, quoi. Le vieil homme. Ouais, bah écoute, on verra. Balotelli était pas dispo, il était pas en forme. Balotelli est quand même remplaçant à Monza en D2, donc. C'est vrai, j'avais oublié qu'il était même au Monza, mais ça m'étonne pas qu'il soit remplaçant. Après, vu la trajectoire, c'est pas non plus très surprenant. Bon, je pense qu'on en a dit assez sur cette rencontre, puis on reparlera de l'Italie de toute façon lors du prochain match, les demi-finales, qui se jouera contre l'Espagne, puisque l'Espagne a battu la Suisse au bout d'un match très long et très répétitif. Je pense qu'on va le qualifier comme ça, avec un Yann Sommer exceptionnel, ou Sommer, je ne sais pas. Les compositions du côté de la Suisse. Alors du coup, j'ai sur Ourscore d'afficher un 4-4-1, qui est en plus la composition des joueurs qui ont terminé le match. C'est très énervant quand Ourscore fait ça. Donc je vais essayer de meubler pendant que je vais chercher d'autres compos, mais les buts ont été marqués par Denis Zakaria contre son camp et Xherdan Shaqiri, sur une passe de Remo Freuler, qui a pris un rouge 10 minutes plus tard. Et les tirs au but du côté de la Suisse, seul Gavranovic, la pépite de Flo, a marqué. Et du côté espagnol, Dani Olmo, Gérard Moreno et Oyarzabal ont validé, transformé leur penalty. Christophe, toi qui es un peu notre correspondant espagnol, mais depuis Lille, depuis Villeneuve d'Ascq, qu'est-ce que tu as gardé de cette performance espagnole ? Est-ce que c'est un sentiment positif ou pas qui t'habite ? Parce que y a 28 tirs à 8 pour les Espagnols, il y a beaucoup d'occasions. Est-ce que c'est juste un match où finalement tu mets pas les occasions au fond ? La première chose, c'est déjà la déception que tu n'aies pas réussi à trouver les compos pendant ton monologue. Mais je ne vais pas les donner, je vais te laisser les faire. Sinon, sur l'Espagne, sentiment très mitigé, parce que j'étais, comme Julien Maumont, qui est même sorti de sa semi-retraite du tweet, pour dire quelle joie il avait à voir l'Espagne et ses principes, etc. jouer. Bon, du coup, il a pris un torrent dans ses mentions derrière, parce que passé les 25-30 premières minutes, l'Espagne était beaucoup moins intéressante. C'est vraiment mitigé parce que, on va dire, sur le principe et sur ce que tu vois en début de match, j'aime beaucoup ce que fait l'Espagne. Je trouve ça sans génie mais propre. Et en fait, au fil du temps, ça prend des risques pour ne pas en prendre. C'est-à-dire que tu prends des risques dans certaines intentions, tu relances court, parce qu'on va pouvoir dire l'Espagne a arrêté de jouer. Oui, l'Espagne a quand même continué tout le match à faire des relances sous pression, où si tu perds la balle, il y a but pour l'adversaire. Donc on n'est pas sûr, elle a pas pris de risque, elle a balancé la balle loin devant, elle s'est mise en bloc bas. Dans l'absolu, l'Espagne prend 1000 fois plus de risques sur ce match-là que la Belgique n'en prend face au Portugal, par exemple. Sauf que tu prends ces risques-là en jouant, en faisant entre guillemets à la baballe, c'est pas sans but, c'est pour faire reculer l'adversaire, casser le pressing, etc. Mais en gros, tu renonces pas à ces principes-là. Tu renonces pas non plus au principe qui est lié à ton pressing à la perte, à la façon dont tu t'installes dans le camp adverse de manière très propre, mais qui est de jouer avec une ligne défensive à la médiane, inspiration Slavia Prague notamment, où concrètement faut pas rater ta mise hors jeu de l'adversaire parce que sinon ça peut être très compliqué. Donc tout ça, tu te dis oui, c'est malgré le score, il y a quand même une volonté de ne pas se renier, de continuer à pratiquer son football, qui a vu par exemple en fin de match face à la Croatie où ça avait tendance à allonger un petit peu. Maintenant, les phases de possession, au début de match, elles sont intéressantes, et sur la période jusqu'au rouge de Freuler, où derrière la Suisse est un de moins, et t'as des occasions, mais parce que tu pousses, et parce que tu remets aussi des joueurs un peu à leur poste, ce qui est quand même un petit peu mieux pour essayer de bien attaquer, tu finis par avoir des choses, mais il y a 50 minutes, je vais pas dire qu'elles sont achetées, mais au final, tu te dis, si Pedri n'a pas de magie dans les pieds, et là, il en avait un peu moins que d'habitude, qu'est-ce qui reste ? Pas grand-chose, quoi. Si ton seul plan, entre guillemets, c'est de finir par libérer un couloir de jeu qui est pour Alba qui va centrer, c'est sympa, mais c'est pas suffisant pour tout le temps que tu passes dans le camp adverse. Donc il y a
J'aime bien tout le début, mais ce sur quoi ça aboutit me frustre parce que cette équipe est capable de faire beaucoup mieux. Les compositions, merci Christophe pour ce beau monologue qui m'a permis de trouver les compositions. Dans les buts du côté suisse, donc Sommer, défense à 4, avec Ricardo Rodriguez latéral gauche, Akanji et Elvedi dans l'axe, Widmer à droite, milieu de terrain Zakaria Freuler derrière Shaqiri en 10, à droite Mbolo, à gauche Zuber, notre grand ami, et Seferovic devant. Oh là là. Et de l'autre côté, donc du côté espagnol, Unai Simon, ou Simone, je sais pas, les prononciations changent d'une chaîne à l'autre, donc on va dire Unai dans les buts. Défense à 4, Azpilicueta, Laporte, Torres, Jordi Alba, milieu à 3, classique, Busquets, Koke, Pedri, et attaque Morata dans l'axe, Sarabia à gauche pour démarrer, Ferran Torres à droite, même si ça a vite changé. D'autres choses ont vite changé, notamment Flo avec la sortie d'Embolo blessé, et ça il faut forcément qu'on en parle, parce que ça arrive à la 23e minute, et c'est une grosse variable dans le jeu suisse qui quitte le terrain. Ouais, c'est une grosse variable parce que dans la capacité à casser le pressing espagnol, j'imagine que c'était un des grands espoirs de Petkovic sur ce match. C'est vrai que ça sortit, parce qu'en plus on peut quand même, avant d'évoquer, parce que il paraît qu'on n'a pas assez évoqué la performance suisse lors du match face à l'équipe de France. On peut quand même évoquer ce qu'ils ont essayé de faire sur ce match. Finalement, ils ont essayé de surprendre l'Espagne en n'étant pas à 3 derrière, mais en 4-1-1 ou 4-2-3-1 selon la hauteur de bloc. Et j'imagine que l'idée c'était d'essayer de maintenir un bloc un peu plus haut pour ennuyer les Espagnols au moment de progresser et empêcher les Espagnols de s'installer dans leur tiers défensif. Donc il y avait Seferovic qui était entre les deux centraux, Shaqiri qui s'occupait d'isoler un petit peu Busquets et de couper les lignes de passe vers lui. Et ensuite t'avais cette ligne de 4 avec notamment Zakaria et Freuler qui étaient beaucoup tournés même, peut-être même un peu trop vers les half space pour défendre du coup sur Zakaria, sur Pedri et Freuler sur Koke. Et bon, ça a eu le mérite d'exister. Après, c'est vrai que concrètement, l'Espagne a assez rapidement trouvé des solutions en faisant reculer ses latéraux, histoire de s'ouvrir d'autres angles de passe pour trouver des solutions justement à l'intérieur, pour trouver Pedri, pour trouver Busquets ensuite. Parfois pour trouver directement Morata aussi, qui décrochait et qui se rendait disponible entre les deux milieux axiaux. Donc ça a eu le mérite d'exister, mais voilà, c'était pour le mentionner. Après sur le match, les Suisses pour le coup, on en parlait justement pendant la rencontre, ont quand même malgré tout montré une vraie capacité à bien défendre au fil des minutes et à bien défendre bas près de leur surface, voire dans leur surface de réparation, qu'il faut saluer parce que ils partaient d'assez loin quand même si on se rappelle de leur phase de poule et de séquences sans ballon face au Pays de Galles notamment. Donc eux ils font leur match. Sommer fait son match aussi. Il sort 10 arrêts quand même. Je viens de trouver la stat. Il y a quand même ça aussi dans la capacité à défendre bas. Il y a aussi Sommer qui sort un bon match, tu vois. C'est-à-dire que tu peux faire le même match et perdre 4-1 et on dit pas la même chose. Oui, bien sûr. Mais après il y a aussi le fait que côté espagnol, Christophe tout à l'heure parlait d'une équipe sans génie mais propre. Et c'est vrai que dans les premières minutes, tu reconnais la propreté surtout. Mais en fait, les minutes passantes, tu vas plus te focaliser sur le fait, en fait, il y a surtout pas de génie en fait, parce qu'en gros, c'était une équipe capable de créer des espaces pour certains joueurs et pas mal de joueurs, notamment les ailiers. Et malheureusement, sur ce match-là, les ailiers espagnols, ou plutôt, pour faire plaisir à Christophe, les joueurs qui ont joué en position d'ailier mais qui ne l'étaient pas forcément, ces joueurs-là sont passés à côté. En tout cas, quand ils étaient dans ce rôle-là. Et on a eu Christophe à nouveau le match qui démarre avec un gaucher à gauche, un droitier à droite et Luis Enrique qui change après 20 minutes parce qu'il se dit que ça marche pas. Ce qui était exactement la même chose que lors du match précédent. Là-dessus, juste avant de laisser Christophe, en fait, je me demande si Luis Enrique est dans sa gestion du groupe et pas simplement fait pas des choses téléguidées en fait. C'est-à-dire que c'est quasiment à la minute près que Sarabia et Ferran permutent sur le match d'avant. Et bon, sur le match d'avant, c'était un résultat direct, mais j'ai l'impression que là, ils repermutent parce que à la 25e, on permute. Pas forcément parce que ça va apporter une solution particulière, parce qu'en plus, Ferran face à Rodriguez était plutôt pas mal. Je sais même plus s'il démarre à gauche ou à droite. Ferran, il démarre à droite. Il démarre à droite. Et pour rejoindre Flo, j'avais l'impression que c'était presque plus efficace que quand ils ont permuté. En tout cas, ça n'était pas, c'était pas comme le match précédent
où tu dis ah oui il a corrigé parce que ça n'avait aucun sens de les mettre en bon pied et les deux étaient plus à l'aise dans cette configuration là. J'ai quand même tendance à retenir le truc téléguidé pour une simple raison, au-delà du timing qui est exactement le même, c'est que ça fonctionnait pas trop mal, mais à la limite, tu peux dire, ça se trouve, ça ira encore mieux en les changeant, mais qu'il a pas repermuté par la suite. Donc, c'est-à-dire que vraiment, c'est resté là-dessus. Alors que sinon, tu fais, non, mais on va repartir sur le premier truc pour retenter. Si, de toute façon, il y a eu quand même une sortie de Sarabia à la 46e, donc du coup, ça pouvait limiter les possibilités de refaire ces permutations avec lui. Mais je pense, effectivement, qu'il y a des choses très logiques dans l'esprit de l'ami Luis Enrique, qui le sont peut-être pas forcément objectivement, mais il y a quand même une certaine tendance à faire un peu les mêmes changements. Je veux dire, par exemple, t'as toujours un central qui sort, alors là c'est à la 113e, mais c'est pas au Torres, tu vois, c'est jamais Laporte. Il fait des changements réguliers sur le troisième poste d'attaquant entre Sarabia, Gérard Moreno, ou de latéral gauche entre Alba, Gaïa, mais sinon il y a des choses qui sont assez figées chez lui. Après, le seul truc qui était pas téléguidé mais que je comprends pas, même si tu peux estimer que c'était préparé en amont mais qui me semble pas répondre à la logique du match, c'est la sortie de Morata, qui me semblait très à la fois, bon, c'est facile à dire après, mais à la fois parce que Moreno rate tout quand il le remplace, mais aussi je le trouvais vraiment très intéressant pour le poids qu'il avait, le côté j'attire la défense, au contre-pressing, il était vraiment intéressant. T'as aimé le changement Rodri qui prend la place de Pedri pour les tirs au but et qui claque un tir au but moisi ou pas? J'ai dit sur le moment que c'était le pire changement de l'histoire, ou je sais plus, j'ai dit un truc comme ça, juste sur l'entrée. Et Florent a dit attends qu'il rate son tir au but pour dire que c'est le pire de l'histoire. Et effectivement, il a raté son tir au but et il a fait voilà, tu avais raison, c'était bien le pire de l'histoire. Changement que j'ai pas compris. En plus, Rodri fait une tête. On a eu 2 personnes qui ont joué 1 minute et qui ont réussi à se mettre en évidence sur la soirée. Il y a Chadli sur le match précédent qui rentre, qui fait le centre, qui n'est pas repris par Lukaku, pas par hasard, qui aurait pu faire passe D et qui se blesse dans la foulée. Je pense que j'avais un peu oublié que Chadli était, j'exagère, mais joueur professionnel, à croire que son corps aussi, quoi, le corps n'était pas préparé. Et là, Rodri qui rentre à la 120e, qui fait une tête au-dessus, on dirait que on dirait un peu une tête de dégagement, et qui rate ensuite son tir au but. Mais en même temps, je sais pas trop quoi penser de cette équipe, parce que sur les positionnements, il y a pas mal de choses qui m'embêtent, quoi. Après, il y a quand même des choses positives à dire sur l'Espagne, c'est que alors ils ont largement dominé une équipe de Suisse que la France n'avait pas du tout réussi à contrôler. Ça, c'est quand même un truc qui te fait relativiser la puissance suisse contre la France, c'est qu'on n'a pas vu Flo, une Suisse qui arrive à ressortir très proprement, à jouer entre les lignes, à trouver Mbolo qui peut se retourner, à trouver Zuber en 1 contre 1, ça n'a pas du tout existé. En tout cas, pas dans la période de domination très forte de l'Espagne jusque, je sais pas, la 30e, 35e peut-être. Bah, quand tu vas les chercher, quoi. C'est-à-dire, sur le match entre la France et la Suisse, je me rappelle notamment d'un Sommer qui pouvait, trouver le joueur libre très très facilement. Là, Sommer, j'ai plus souvenir de pas mal de dégagements en touche, en fait, et de ballons rendus sur le jeu au pied. Donc oui, à partir du moment où Akanji, Elvedi, tu vas les chercher, tu vas un petit peu les agresser, au lieu de les laisser porter la balle sur 15-20 mètres, bah forcément les choses se compliquent un petit peu pour eux. C'est le seuil de compétence, on va dire. Mais c'est pas illogique en effet de voir. Après, ils ont fait un bon match défensif, mais oui, on les a surtout vus défendre et pas forcément avec le ballon. Après, l'anomalie, c'est le match contre la France. Hein. Sans vouloir être méchant avec la Suisse, parce qu'il y a vraiment 3-0 contre l'Italie. Oui. Il y a vraiment un truc qui fausse peut-être le jugement qu'on peut avoir nous et qui en fait dépend pas de nous, enfin ça dépend pas du plan tactique, c'est juste la qualité des individualités en bloc bas, c'est-à-dire que Akanji, Elvedi, même Rodriguez, enfin voilà, ce sont des joueurs qui sur les premiers matchs, dès qu'il fallait défendre proche du but, étaient cataclysmiques et là ont vraiment été super bons, mais là ça n'a pas de, c'est un peu comme la Grèce en 2004 où vraiment entre la phase de poule et la phase finale tout le monde a nettement haussé son niveau. Maintenant cette équipe là avait laissé la balle au Pays de Galles, avait beaucoup souffert, avait été mise sous pression par l'Italie et n'arrivait pas à sortir de son camp et a joué un match totalement stupide des deux équipes où ça n'avait aucun sens face à la Turquie. Donc pour moi l'équipe de France a fait un truc totalement hors du temps
Il y a une vraie révélation sur encore une fois la capacité à souffrir, même si dans cette équipe suisse, je crois qu'il y a 5 joueurs qui étaient titulaires en quart de finale de Ligue des Champions, plus un titulaire en 8e finale de Ligue des Champions. Enfin, il y a des joueurs qui sont quand même relativement référencés, ils sortent pas tous de nulle part. Mais tu vois, que tu me dises oui, l'Espagne a su mettre la Suisse sous pression, la Suisse a rendu des ballons. Je te dis oui, mais c'est normal en fait. Oui, non, mais il faut quand même le dire. Oui, mais non, par oui, contre, il y a bien un sûr. truc qui me dérange enfin, qui doit être dérangeant même pour n'importe qui est pour l'Espagne ou dans le staff espagnol, c'est que jusqu'au carton rouge de Freuler, la Suisse tire plus que l'Espagne. Alors, j'ai pas la qualité des tirs, mais l'Espagne avec 67% de possession à 7 tirs en 80 minutes. Et ça, c'est quand même un truc, je sais pas lequel de vous deux ça a le plus embêté, mais on en revient à ce truc un peu, Christophe, de prendre des risques pour construire, ressortir, pour derrière ne rien en faire. Et ça, tu vois, quand je vois la stat là, je suis étonné, parce que j'ai pas l'impression que la Suisse soit ait autant survécu au pressing espagnol. Et en fait, s'il y a pas le carton rouge de Freuler, ça se trouve, tu finis le temps réglementaire avec moins de tirs que ton adversaire. Moi, ce qui m'embête, c'est les deux côtés de la supériorité suisse, alors légère, mais sur cette stat-là. C'est-à-dire que, l'Espagne, pour moi, quand elle a une telle domination, doit concéder 3-4 tirs de moins. Parce que là, elle concède des corners, elle se met parfois en difficulté, et sur les coups de pied arrêtés, défense de la surface, c'est pas bon du tout. Et les 3/4 des buts espagnols sont des buts offerts à l'adversaire, enfin les buts pris. Ça, c'est la première chose. Et c'est vrai que l'Espagne doit aussi, sans doute, se créer faire 2 ou 3 tirs supplémentaires, même si au final, ils ont réussi à en faire beaucoup sur la fin. Mais... J'ai les expected goals après 90 minutes. Est-ce que vous êtes capable de les deviner, si vous ne les avez pas vus? Je dirais... Il y a un partout à la fin des 90 minutes, et combien ça donne en XG? Je sais pas, 1.1 pour l'Espagne et 0.6 pour la Suisse. Peut-être un peu plus pour la Suisse, mais sinon globalement pour l'Espagne, ouais, 1.1, 1.2. Bah vous deux, vous êtes tout juste quasiment, parce que la Suisse est à 0.86 et l'Espagne est à 1.02. Donc c'est quand même très très faible, 1.02, mais tu tires pas beaucoup, donc en fait c'est pas non plus... par rapport au nombre de tirs, c'est pas scandaleux. Mais c'est plus le nombre de tirs bruts qui est gênant, parce que ça finit à 28 tirs, mais en fait il y en a 20 à partir du carton rouge de Freuler, et il y en a, je pense, 15 à partir de la prolongation. Ouais. Et ça, c'est... Et après, en prolongation, tu dois gagner le match plusieurs fois, parce que Sommer est dans un grand jour et il t'en sort de pas mal. Mais c'est-à-dire qu'à 11 contre 11, ta domination n'est pas tellement différent, je trouve, en termes de création d'occasion que le match que tu fais contre la Russie en 2018. Ça, c'est quand même... je sais pas comment tu l'expliques, Flo, en termes de création de tir, d'occasion, de qualité d'occasion. Pourquoi il y en a si peu? Mais tu vois, c'est pas un match où on s'est dit, Morata, quel con, ou Gérard Moreno, quel con, tu vois. Alors que ça pouvait arriver sur d'autres rencontres. Non, bah, alors, si. Après, oui, mais pas sur les 70 premières, je veux dire. Tu l'as dit quand même? Oui, non. L'entrée de Moreno, c'est une catastrophe à partir de la 55e. Il a tout raté, quasiment. Oui. Et non, franchement, sur la fin de match en fait de l'Espagne, jusqu'à l'expulsion de Freuler, et encore parce que finalement la haine vers certains joueurs est restée même après l'expulsion. Mais sur la fin de match de l'Espagne, même quand Seferovic égalise donc à la 68e minute, moi dans ma tête, je me dis mais c'est Shaqiri qui égalise. Oui, pardon, Shaqiri, désolé. Mais en fait, moi dans ma tête, je me dis mais qu'est-ce qu'il a fait Luis Enrique? Il a plombé l'équipe là avec ses changements. L'entrée d'Olmo plus l'entrée d'Olmo côté gauche, je précise encore pour Christophe. Plus la sortie de Morata, qui à mon sens était important, comme le disait Christophe, notamment dans sa capacité à décrocher, à offrir un point de fixation supplémentaire dans le cœur du jeu. Pour moi, ces deux sorties-là ont vraiment plombé l'Espagne, parce que en plus, en sortant Morata, t'as fait rentrer, t'as mis Moreno, en plus tu l'as même pas fait rentrer dans l'axe, tu l'as fait rentrer côté droit pour repiquer, percuter. T'as mis Ferran dans l'axe, mais Ferran ne fait pas du tout ce que faisait Morata auparavant, donc tu perds ça. L'apport qu'il pouvait avoir dans cette zone-là. Et moi, dans mon esprit, si l'Espagne perd le fil en deuxième mi-temps et n'a plus vraiment d'occasion, et si la Suisse commence à sortir et à se montrer, c'est en grande partie pour ces deux premiers changements qui, à mon sens, c'est pour ça que je parlais de changement téléguidé tout à l'heure pour la permutation de Sarabia avec Ferran, c'est que j'ai l'impression que aussi les changements
les sorties de Morata, alors celle de Sarabia sans doute non, mais la sortie de Morata répondait plus à une logique téléguidée, je mets Moreno à l'heure de jeu, que à un problème posé par le match et à une réponse à donner sur le plan tactique. Après, ça se trouve, il était blessé, mais il en donnait pas l'impression en tout cas. Et puis tu peux le remplacer, Morata, et mettre Moreno à sa place dans l'axe en fait. Ce Morano peut dépanner un peu le couloir. Mais non, pour répondre juste à ce que tu disais, Raphaël, sur le côté, il y a peu de tirs, machin. Alors il y a, je pense, ce que j'évoquais tout à l'heure, un côté, bon, on est devant au score. C'est quand même un peu une tendance habituelle de l'Espagne depuis 12 ans à beaucoup gérer avec le ballon et à pas prendre beaucoup de risques. Mais je l'entends quand t'as Ramos, Piqué, Puyol, Xavi, Iniesta, Busquets et Xabi Alonso. Mais je pense qu'avec cette équipe, tu peux pas te permettre de sauvegarder des 1-0, tu vois. Ouais, tu l'as vu contre la Croatie. Ce qui m'embête au-delà de ça, qui existe, je suis le premier à le reconnaître, qu'il y avait un côté, bon, on fait un peu tourner la balle sans raison, mais ça se voit plus sur certains choix de passes de Pedri, de Busquets, des choses comme ça, ou Koké, même si Koké est pas celui qui prend le plus de risques dans ses transmissions. C'est plus que, même quand l'Espagne essayait quand même de créer, finalement le recours c'était plus du jeu intérieur, c'était servir Olmo côté ou Gérard Moreno côté, et servir Olmo côté. Alors j'ai pas du tout aimé sa rentrée, et c'est pour ça que Florent à chaque fois précise que c'est entre guillemets rien contre le joueur, mais sa position. C'est-à-dire que, et puis tu le vois, moi j'ai beaucoup aimé Olmo en prolongation quand il est mis demi-espace, qui peut combiner à l'intérieur. Olmo, à Leipzig, il joue soit demi-espace, soit il joue faux numéro 9, soit il joue numéro 10, mais il joue jamais dans une place d'Oku, en fait. Je veux dire, s'il n'a pas l'explosivité, ou alors si, mais contre moi, quoi. C'est-à-dire, moi, effectivement, il me passe sur les 3 premiers appuis. À ce niveau-là de compétition, c'est plus dur, et quand il passe pas une fois, il passe pas 2 fois, il passe pas 3 fois, tu te dis, faut faire quelque chose d'autre. Ou alors tu laisses à cette position-là, mais pour faire l'heure et t'essayes d'attaquer les espaces intérieurs avec d'autres gens. Mais honnêtement, là-dessus, c'est-à-dire que c'est même pas, je me pense plus malin que le coach, c'est simplement qu'il y a des joueurs qui jouent toute la saison dans un rôle et que là, tu leur demandes de faire des choses qu'ils ne font jamais. Et tiens, Gérard Moreno, il va pas gagner, c'est un contre 1 départ arrêté. Olmo aussi. Ferran Torres en numéro 9. Ça peut fonctionner parfois pour conclure des trucs avec City sur les premiers matchs de Ligue des Champions quand ils jouaient contre Marseille ou autre, mais il va pas faire les décrochages pour permettre aux autres de prendre la profondeur. Oui, mais ça c'est pas un scoop, ça aurait été surprenant qu'ils réussissent à le faire, et c'est là-dessus que j'aime beaucoup la construction générale de projet de Luis Enrique, mais les micro-adaptations en cours de match, j'ai beaucoup de mal à les saisir en fait. Et il y a une stat qui va dans ce sens. Au bout des 90 minutes, les Espagnols ont tenté 9 dribbles, ce qui est déjà assez faible, et ils en ont réussi un seul. Voilà. Et Olmo n'en a réussi aucun sur 4 tentés. Le seul joueur qui a réussi un dribble dans le match, c'est Morata. Donc de base déjà, quand tu joues avec des ailiers excentrés, que tu es capable de leur créer de l'espace dans les 30 derniers mètres pour qu'ils fassent des différences, déjà qu'il n'y ait que 9 dribbles tentés, y a un souci, je pense, dans un premier temps, et surtout un seul réussi, ça veut dire que t'avais pas forcément les bons joueurs pour ce poste-là, quoi. Et c'est là que il aurait peut-être posé d'autres problèmes, mais si tu crées un système de jeu comme ça, fais rentrer Adama Traoré. Pour le fun déjà. Pour le fun, pour le spectacle. Mais il va gratter des fautes, il va te mettre une balle dans la boîte, il va obtenir une main, il va faire des choses, quoi. Et puis en plus, si tu le fais rentrer à son poste sur ce match-là, il joue côté droit, il se retrouve face à Ricardo Rodriguez, qui était déjà pas mal en souffrance quand même face à la vivacité de Ferran. Je pense qu'il y avait des dégâts à faire avec lui. Maintenant, si ça se trouve, il était en tribune, parce qu'il a souvent été en tribune depuis le début de l'Euro. Voilà. J'aurais bien aimé voir des duels. Non, on m'a dit qu'il était en tribune. Non, pardon, je corrige. Il était pas en tribune, il fait partie des gens qui ne rentrent pas. Il y avait les 2 gardiens sur le banc. En même temps, tu me diras, ils sont 24, donc il n'y a qu'une seule personne en tribune. C'est le seul élément offensif par entrée, parce que les autres c'était Llorente, Gaïa et Eric Garcia. Et par contre, on peut aussi signaler, pour finir, que l'entrée de Marcos Llorente a quand même apporté quelque chose de différent dans les dernières minutes. Mais bon, il rentre à la 91e, il me semble, en toute fin de match. Ouais, 90 plus 2. Ouais. Alors que, je sais pas, même dans la configuration de la rencontre, tu vois, on a parlé des changements qui nous semblent un peu téléguidés. Quand Freuler se fait expulser, mais Marcos Llorente, il doit rentrer dans la minute qui suit ou dans les 2 minutes qui suivent, à la place de Koké, et parce que avec Freuler, les Suisses ont quand même perdu un joueur susceptible de te ressortir les ballons. Ils ont en plus bétonné entre guillemets, en faisant rentrer
c'était Djibril Sow, le milieu de terrain, il me semble. Absolument, à la place de Shaqiri 4 minutes plus tard, 4 minutes après la rouge. Voilà. À partir du moment où tu as ce changement-là, mais tu vois, il y a aussi un truc sur cette fin de match de l'Espagne où pendant longtemps on est resté avec un Olmo excentré, alors qu'à partir du moment où la Suisse est à 10 et se retrouve en 4-4-1, tu peux dire à Alba, bon ben, tu vas occuper le couloir et Olmo rentre intérieur. Tu peux le faire beaucoup plus tôt, alors que tu attends finalement la prolongation pour faire ce genre de changement. Oui, parce que les latéraux étaient très très bas côté espagnol pendant les 3 quarts du match. Individualité suisse, messieurs, parce qu'on n'a pas forcément beaucoup parlé jusque-là, et je voudrais quand même qu'on satisfasse un peu nos auditeurs helvètes, et notamment notre ami Egas Bailiff, qui a vécu finalement une belle compétition, qui a eu un bon parcours. Qui vous a marqué? Donc je répète le 11 des Suisses, surtout les joueurs offensifs, à partir de Freuler, Zakaria, Mbolo, Shaqiri, Zuber et Seferovic, sachant que Mbolo sort très vite, qu'il est remplacé par Vargas qui va rater son tir au but, en tirant bien au-dessus du but, et la défense, donc il y avait Ricardo Rodriguez, Akanji, Elvedi et Widmer qui ont des bonnes stats. Il y a forcément Zomer, Flo, mais qui d'autre retenir? Bah, Elvedi dans la défense de surface a été plutôt pas mal. Oui, il a 13 dégagements. Ouais, c'est ça, il a pas mal nettoyé ce qui se passait devant le but. Globalement, lui et Akanji avait fait alors elle est peut-être pas assez mentionnée, avait fait un très bon match aussi avec le ballon face à l'équipe de France. Et là, il confirme dans un tout autre registre. Et ouais, les deux ont été intéressants, sachant qu'en plus, c'était pas la défense titulaire au début, puisque le pilier un petit peu de la défense c'était Fabien Cher en début de tournoi, c'est lui qui était dans l'axe. Et c'est vrai que ces deux-là sont très bien sortis ensuite. Et je pense qu'ils font un match plus que correct aujourd'hui. Et après, il y a Zakaria qui a eu des débuts, qui a eu des débuts compliqués, mais qui une fois qu'il s'est mis dans son match a apporté pas mal d'impact et a récupéré quelques ballons au milieu de terrain. C'est un des rares dans l'entrejeu, il me semble, qui a vraiment su perturber un petit peu la circulation espagnole. C'est une machine à presser lui aussi, Zakaria. Oui. Je sens qu'il va très très vite en plus. Et je suis en train de regarder les stats, Ricardo Rodriguez finit à 9 tacles réussis quand même. Ouais, donc, sur 9 sur 9 même. Les Suisses, mais ça colle aussi avec les Espagnols qui passent par un dribble. C'est logique. Mais les Suisses terminent à 37 tacles au total et 33 réussis. Tacle version scored. Donc voilà, une sacrée perf défensive de leur part quand même. Oui, tout le monde s'en fout, mais c'est peut-être un record, le 33 sur 37. Peut-être pas. Oui, sur Zakaria quand même. C'est vrai qu'en fait, en début de match, alors j'aime beaucoup Zakaria. J'aime beaucoup plus Zakaria que Xhaka, par exemple. Je me dis mince. Alors pourtant il est capable. En fait, il est pas forcément ultra bon sous pression. Par contre, il peut être un meneur reculé d'une équipe où tu lui laisses le temps de relancer. Alors c'est pas non plus Pirlo, mais il a joué devant la défense à Gladbach et honnêtement pour orienter le jeu, c'est quand même assez intéressant. Même si on sait quelqu'un qui peut jouer relayeur, qui peut jouer côté, etc. Mais en début de match, il perd des ballons, il est mis sous pression et tu te dis ah mince, ça risque d'être long. Il dévie le but, enfin la balle du but, même si c'est plus malencontreux qu'autre chose. Mais j'étais un petit peu inquiet pour lui, tout en me disant que en fait, ce qu'il n'arrivait pas à faire, Xhaka n'aurait pas réussi à le faire non plus. Xhaka sous pression est encore moins explosif, il est peut-être un peu plus à l'aise avec la balle pour se mettre dans le sens du jeu, mais au final, les deux se seraient annulés. Il aurait peut-être eu une légère meilleure première touche, mais il n'aurait pas eu la possibilité d'enchaîner derrière en se faisant une petite différence sur les premiers appuis. Donc bref, ça pour dire que je me dis, bon là-dessus, c'est un petit peu kiff-kiff. Par contre, par la suite, il a pu, avec ses qualités de déplacement, sa lecture tactique des situations, être ce joueur qui complète bien Freuler, qui est beaucoup plus quelqu'un qui est dans la gestion d'une zone. Justement, Zakaria pouvait, en gros, en occuper plusieurs des zones, aller embêter l'Espagne sur pas mal d'endroits avec sa mobilité. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant et c'est l'un des trucs qui mérite pour moi d'être signalé parce que sinon, c'est triste. Je sais pas si c'est triste, hein, mais à partir du moment où une équipe a quand même autant de moments passés sans ballon et retranchés dans la surface pour toute la fin de match, à part dire qu'ils ont été propres, ils ont bien défendu leur surface, ils ont bien dégagé les ballons, ils ont mis leur tacle, que le système tactique était bon, je trouve que c'était bien vu de jouer comme ça, mais il n'y a pas non plus un milliard de choses à dire puisque l'utilisation du ballon c'était souvent, on recherche Shaqiri qui va lancer en profondeur
plus là, t'avais pas Mbolo, où on cherche directement la profondeur, où Seferovic va essayer de gagner le duel. Mais si tu veux, les animations avec ballon étaient un peu sommaires et non pas sommaires. Tu prenais les espaces que l'Espagne te laissait et t'essayais de les attaquer, quoi. Donc Zakaria, je trouve, était en gros ce premier rideau de protection qui te permettait de dresser le barrage un petit peu plus haut que devant la surface, tant que la Suisse était à 11. Florent, on s'était posé la question sur l'Italie lors des matchs précédents si Chiesa avait gagné sa place grâce à ses bonnes entrées. Est-ce que Oyarzabal a gagné sa place grâce à ses bonnes entrées répétées, notamment celle-ci, où il est quand même assez impactant? Non, je pense pas. Je pense pas pour Oyarzabal. Je trouve oui, il est impactant, mais à mon avis, je pense que Luis Enrique le met en bas de la hiérarchie, alors que moi, personnellement, c'est un des... Mais je te demande à toi, parce que j'ai pas le numéro de Luis Enrique, donc... Oui, non, c'est un de mes attaquants préférés, et en effet, je trouve, par exemple, bien plus talentueux que Sarabia, et capable de faire plus de choses que Sarabia sur le terrain. À part peut-être justement rester en position d'ailier au large, c'est plus quelqu'un qui va aimer rentrer intérieur, repiquer, prendre la profondeur. Mais non, je pense pas qu'il ait gagné sa place sur cette demi-heure, et je pense que mais je peux être agréablement surpris au moment de la demi-finale, mais je pense que sur la demi, on reverra Sarabia, Ferran enfin, sauf si Sarabia est blessé, bien sûr. Ferran et Morata. Ouais, dommage, parce que c'est vrai que je trouve que c'est un joueur hyper complet, qui tranche un peu avec les Espagnols qui attendent tous dans les pieds pour faire du 1 contre 1 sans les gagner. Donc absolument. Ouais, c'est sa grande force. Moi, je me rappelle même de séquences, je sais plus si c'était avec Enrique ou Moreno, où il jouait 9 même. Il joue avant-centre dans cette équipe. Et j'étais en train de me dire, est-ce que ce serait pas lui finalement que tu mettrais plutôt que Moreno par moment, quoi. Et il était plutôt pas mal en plus, ouais. Mais moi j'aime bien ce joueur. Il a pas trop de dégaine, mais il est très très bon. Là il est sur 30 minutes, il a 3 tirs et 2 occasions créées. Est-ce que quand même Christophe Pedri reste le meilleur espagnol ? 5 occasions créées, techniquement toujours propre, tranquille. En fait, le souci, c'est qu'il y a tellement de responsabilités sur ses épaules pour faire cette passe qui va te faire la différence, le décalage dans le dernier tiers, qu'au bout d'un moment, il a 18 ans, et il a une saison pro derrière lui, enfin 2 avec Las Palmas avant, mais tu peux pas quand même tout lui demander, surtout qu'en plus il court tout le temps au pressing, il est quand même dans les meilleurs en Europe en club, et il donne pas sa part au chien avec la sélection. Après, est-ce que c'est le meilleur espagnol sur ce match-là ? Sans doute pas, parce qu'il y a aussi... alors, c'est pas le meilleur espagnol, mais tu te qualifies aussi parce qu'Unai Simon fait des zumba et des zouks sur la ligne de but et perturbe les tireurs, et fait de jolis arrêts aussi. Il fait parfois des zumba balle au pied aussi. Oui, non, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il sait toujours pas... C'est un expert zumba. Il sait toujours pas faire une passe ou faire des interventions, des sorties sans prendre de risques. Quand même un excès de confiance que tu vois que chez certains sportifs, je sais pas, certains basketteurs américains, genre Russell Westbrook à 3 points, quoi. Il est à 0 sur 10, mais il va quand même prendre le 11e à la dernière seconde. Unai Simon, t'as envie de dire, tu sais pas bien relancer, arrête. Il continue dans cette surconfiance permanente. Par contre, sur les tirs au but, c'est là que tu vois que c'est quand même pas une loterie, parce que son approche à lui et l'approche du Lloris sont pas du tout la même pour perturber le tireur, pour partir sur les bonnes zones. Lui, je connaissais pas forcément ses statistiques sur tir au but, je connais le joueur évidemment, mais il fait les choses bien. Donc il a ce côté un peu homme du match quand même, si tu prends le fait que le but voilà, ça sorte un petit peu enfin pas de nulle part, mais voilà, c'est surtout l'important dans ce match-là, c'était de réussir à sortir de la séance de tir au but. Il fait ces différences-là, parce que sinon, sur les autres postes, je trouvais que au mieux, les mecs remplissaient leur rôle. Au pire, ils gâchaient les décalages. Mais c'est difficile vraiment de trouver un homme du match. J'aurais bien aimé voir Laporte à gauche et voir quelqu'un d'autre à droite plutôt que Laporte à droite et Pau Torres à gauche. Mais l'autre, ce serait Eric Garcia. Donc... Bah oui, non, mais c'est bien ça le problème. Il n'y a pas de bonne réponse. Mais ça m'embête. Tu vois qu'il s'est entre guillemets pas joué à droite, qu'il perd la plupart de ses qualités balle au pied et qu'il a aucun repère défensif en partant de cette zone-là, quoi. D'ailleurs, le but encaissé, où encore une fois, ça sort un peu de nulle part parce que Laporte tamponne à moitié. Pau Torres, j'ai l'impression qu'en fait c'est aussi lié à son manque de repères spatio-temporels, enfin spatio tout court d'ailleurs dans cette zone. J'ai envie de te dire, est-ce que le fait qu'Immobilier soit un peu moyen et pas trop en forme, c'est pas l'occasion de ressortir Eric Garcia et de miser sur ce que te va t'apporter à la porte, et Garcia d'ailleurs avec ballon,
en étant sur Oui, leur c'est pied possible. fort. Je sais pas, à voir. C'est possible, mais c'est pas toujours facile de décrypter sur quoi se basent les changements tactiques de l'ami Luis Enrique, tu vois. Là, il remet Morata titulaire, je sais plus, c'est le match précédent. Ouais, je crois que c'est le match pour se qualifier, où il met, face à la Slovaquie, je crois qu'il met Gérard Moreno d'entrée. Enfin, tu vois, il y a des trucs où ça change, et dans le 11 de départ. Pourquoi est-ce qu'il y a ces changements-là? Pourquoi est-ce qu'il y avait Gaïa face à la Slovaquie en début de match et la porte à gauche et la porte repasse à droite avec Pau Torres qui un coup rentre, un coup est remplaçant. C'est difficile à lire, à mettre ça en rapport avec les qualités de l'adversaire en fait. De toute façon, on ne le saura pas parce que Luis Enrique aime bien envoyer chez les journalistes. Donc il risque pas d'avoir des infos là-dessus. Toujours des moments mythiques quand il est en conférence de presse, Luis Enrique. Tu sens qu'il a vraiment autre chose à faire, qu'il veut juste quitter la pièce. Il le fait de manière plutôt efficace et assez sincère. On peut lui reconnaître ça. Donc on n'en attend pas plus. Un dernier mot, Flo, sur cette rencontre ou pas? Non, ça va. Bon, très bien. Et ben on va pouvoir passer au pari avec notre partenaire PMU.fr. PMU vous présente la séquence prono. Les paris de la machine indestructible et de l'ordinateur humain. On va d'abord aller voir l'ordinateur humain sur République tchèque Danemark. C'est un pari. Alors avant, oui, vas-y, Flo. Juste avant, je veux dire donc que j'ai fait 0 sur 1 pour l'instant parce que le deuxième pari c'est à 2h du matin avec le match entre le Brésil et le Chili. Mais Raphaël, je veux te mettre à jour sur ton pari à toi. Puisque tu avais un pari. Ouais, vas-y, dis-moi. Tu avais un pari sur André Carrillo à l'occasion du match entre le Pérou et le Paraguay. Ouais. Alors le Pérou mène 3-2 face au Paraguay, c'est la 89e minute. Je t'avais dit avant l'émission qu'André Carrillo avait donné le premier but à Lapadula, le but égalisateur. Eh bien, il a donné le troisième but à Yoshimar Yotun. Et surtout, il s'est fait expulser 5 minutes plus tard. Mais non, mais c'est incroyable. Le mec, il est sur 3 actions importantes dans le match et putain. En plus, je pourrais même pas le rejouer lors du prochain match parce qu'il sera plus là. À l'heure où on enregistre, et là, dans la seconde où je vous parle, le Paraguay vient d'égaliser à 3 partout et on est dans les arrêts de jeu. Voilà. C'est incroyable ce faux direct, ce direct dans les conditions du direct, comme dirait Patrick Montel. J'ai l'impression de regarder un Nancy-Lorient de 2008 dans France 2 Foot. Raphaël, j'ai un quiz pour toi. Peux-tu me citer l'ancien Lillois qui a marqué pour le Paraguay? Araujo? Non. Ah oui. Alonso. Oui, absolument. Junior Alonso. Junior Alonso. Qui va donc très bien. Le frigo américain, Junior Alonso, évidemment. Un gros gabarit quand même. Mais pour me consoler quand même, Flo, on notera que j'ai passé le pari Lukaku buteur sur le match Italie-Belgique. Donc tu es à 0-1 et que Christophe logiquement n'avait pas de pari. Donc vas-y Flo sur République tchèque Danemark. Ouais, République tchèque Danemark et c'est un happy bet. Pour rester un petit peu sur la lancée de ce qu'a fait le Danemark depuis quasiment le début du tournoi et surtout depuis ces 2 derniers matchs face à la Russie et face au Pays de Galles où on a eu quand même pas mal de spectacles avec un Danemark victorieux à la fin. Je pars sur un happy bet en gros d'un match ouvert, 2 buts dans les 2 mi-temps et d'un Danemark qui gagne à la fin. Voilà, parce que c'est aussi un petit espoir quand même. Donc plus de 0,5 buts en première mi-temps, plus de 0,5 buts en deuxième mi-temps, et le Danemark qui gagne le match. Voilà, c'est pas quelque chose d'improbable, je pense, mais pourtant c'est coté à 3,70. Donc vu la cote, je me jette dessus et je tente ça. Je l'ai trouvé très bien ton pari, Flo. Je dis rarement de vos paris parce que souvent je m'en fiche, mais je l'ai trouvé très bien. Et en plus, je savais pas que ça pouvait exister le truc plus de temps de but en première, plus de temps de but en deuxième, plus victoire. Et donc c'est un très beau happy bet. Voilà. Bravo pour le self-control aussi, Flo. Tu es toujours très fort sur cet aspect-là. Christophe, ton pari sur le même match République tchèque-Danemark? Oui, je pense que ta remarque self-control faisait référence au fait que tu faisais des espèces de grimaces en mode, je sais pas, une espèce de de chauve-souris façon Harry Kane un peu, et que Florent n'a pas réagi, mais je pense qu'il n'avait pas la fenêtre à l'écran. Florent qui a mis ses lunettes de soleil, c'est n'importe quoi. Mon pari, République tchèque-Danemark, victoire du Danemark à 2,15. Pour 2 raisons. Première raison, car je continue ma technique de supporter, à savoir que je mise sur l'adversaire des Tchèques. Alors si un match nul et que le Danemark se qualifie, je suis triste dans tous les cas, même si j'adore ce Danemark-là. Mais en gros, je parie contre mon équipe de cœur. Comme ça, il y aura forcément un gain d'un côté ou de l'autre. Il y aura forcément une perte aussi, mais voilà. Et malgré tout, je pense que le Danemark... Alors,
immense respect à ce qu'ont fait les Tchèques contre les Pays-Bas, mais je pense que les Danois seront beaucoup plus difficiles à chasser, beaucoup trop mobiles, plus fluides que les Pays-Bas, qui étaient quand même plus faciles à prendre en 1 contre 1. Je pense vraiment qu'il peut y avoir des histoires de permutation. Question aussi, même si les Pays-Bas jouaient comme ça sur la manière dont tu prends les pistons, est-ce que Meile, tu vas pouvoir le suivre tout le temps? L'ami de Soufal, je pense qu'il va encore taper les 11 ou 12 km sur ce match-là. Je pense que globalement, il y a des trucs qui vont rendre une approche pressing 1 contre 1 beaucoup plus difficile que face aux Pays-Bas. Qu'est-ce que tu fais de Christensen si Christensen change de position, s'insère au milieu, recule? Donc, et puis, je pense qu'il y a quand même, c'est même pas je pense que c'est un fait, qu'il y a plus de joueurs de talent supérieur, de créatifs, du côté danois que du côté tchèque. Donc victoire danoise dans les 90 minutes à 2,15, qui est une cote qui suppose que nos amis de PMU sont d'accord avec mon côté. Le Danemark est favori de ce match. Et on enchaîne avec le match le plus attendu par la famille Kuchli, la rencontre de l'année, la rencontre de l'Euro, la rencontre de l'été, Ukraine-Angleterre. Vas-y Flo, pour commencer ton pari sur Ukraine-Angleterre, un match où en fait ton pari rejoindrait ce que je ferais, c'est-à-dire on va pas partir sur un emballement fou. Ouais, je reste sur sur ce qu'ont montré les Anglais depuis le début du tournoi, c'est-à-dire des matchs assez minimalistes. Alors, j'ai juste un bémol à ça, c'est la question du premier quart d'heure où ils rentrent très fort et puis où ils arrivent pas où ils arrivent enfin à faire la différence très vite dans le match. Donc là, il y a un souci possible là-dessus. Mais néanmoins, le pari, c'est de dire que l'Angleterre va gagner et qu'il y aura 1 ou 2 buts au total dans le match. Donc l'idée, c'est d'une Angleterre qui contrôle et qui se laisse gentiment glisser vers les demi-finales sans avoir trop à forcer son talent face à l'Ukraine. Même si je serais quand même assez attentif à ce que va tenter de faire l'Ukraine, puisqu'elle m'a agréablement surpris face à la Suède dans ce qu'elle a montré en début de match. Est-ce qu'elle est capable de faire aussi un truc face à l'Angleterre? Pourquoi pas, mais je pense quand même que l'écart de talent est beaucoup plus grand, et l'écart aussi pour exister dans le dernier tiers anglais par rapport à l'écart qui existait avec la défense suédoise, on va dire, est quand même plus important. Donc voilà, l'Angleterre gagne et 1 ou 2 buts au total dans le match, mais j'avoue que j'espère un upset ukrainien. Oh, plus joli placement dans un anglicisme qui va énerver certains de nos auditeurs très Absolument. francophiles. Le trublion de Vue du Banc va conclure cette émission en nous disant pourquoi il faut absolument regarder Ukraine-Angleterre. Parce qu'il n'y aura rien d'autre à la même heure. Parce que quitte à regarder des matchs de foot, autant regarder celui-là aussi. Non, je suis désespéré par ce match, je suis désolé. L'Angleterre a tué toute mon énergie vitale et toute mon envie de voir cette sélection en quelques... Alors le pire, c'est que ce qu'elle fait est globalement pertinent sur le plan des résultats, globalement cohérent. Mais je m'attendais à tellement de choses, avoir des combinaisons Mount Foden, demi-espace, des trucs assez sympas que je n'ai pas du tout. Du coup, je suis en dépression et j'ai plus envie de voir l'Angleterre. D'ailleurs, la dernière fois que j'ai vu l'Angleterre, j'étais au bar à boire, ce qui en dit beaucoup. Tout comme j'étais au bar à boire pour le dernier match de l'Ukraine. Après, il y a une certaine continuité. T'es assez souvent au bar à boire. Oui, mais pas pendant l'Euro. C'était la première fois. Donc c'est te dire que j'avais calculé mon coup. Je sentais, même si le Ukraine-Suède n'était pas scandaleux. Mon pari, c'est Raheem Sterling 2,70. J'ai pas envie de développer trop pourquoi. Simplement que... Enfin, j'ai pas trop envie de m'attarder sur ce match, une fois que j'ai dit que j'étais très triste, qui est ce quart de finale-là, qui pour moi est nettement en dessous des 3 autres affiches, sur le plan du spectacle attendu. Parce que Raheem Sterling avait marqué tous les buts anglais, jusqu'au dernier d'Harry Kane, un petit peu pour l'honneur, face aux Allemands, face à des Allemands qui poussaient absolument pour égaliser à quelques secondes de la fin du match. Donc je suis un petit peu sur la logique du Raheem Sterling, héros de la sélection anglaise après une saison passée plutôt bien débutée et assez mal finie, et passée globalement sur le banc lors des dernières semaines. Voilà, le joueur qui fait sa rédemption. Très bien, merci Christophe pour ce mot de la fin. On se retrouve donc dans le prochain épisode pour faire 40 minutes sur Ukraine-Angleterre. Ciao. Salut. Bon, cordialement quand même. Oh la variante.
Vous avez tout compris grâce à ce podcast. C'est le moment de parier sur PMU.fr. PMU, que les meilleurs gagnent.